ya Banamboka. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, adjudant-chef Tsimbangio Tadio Serge. À mon pied, votre cour d'audience est reprise. À vos ordres, mon général. Voilà pour tout. Un peu de silence, s'il vous plaît. Défiez, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de l'autre. Extrait de rôle. Audience publique de la Haute Cour militaire de ce jeudi 13 août 2026, siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences, située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice, au croisement des avenues des Bâtonniers et Pumbu à Kinshasa-Gombe. Affaire en continuation. RP numéro 060/2026. En cause, l'auditeur général ministère public près la Haute Cour militaire et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre, le général d'armée Chiwewe Esongé Christian, général John Numbi Banzatambo en fuite, général-major Niembo Koufi Maurice, général de brigade Chinyabouma Kamukinde John, général de brigade Ngoyi Wakabila John, général de brigade Sangwa Mohamedi John, colonel Mukombozi Zaindagi, colonel Sangwa Lumbu Pati, le colonel Chinabukenge Christophe en fuite et M. Pascal Niembo Muyumba en fuite. Poursuivi pour complot, propagation de faux bruits, apologie du terrorisme, trahison, violation des consignes, désertion à l'étranger, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Fait à Kinshasa le 7 août 2026. Prévu par l'article 27 du Code judiciaire de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons dans la proposition un nouveau juge d'instruction. Et comme l'a dit le ministère public, il doit prêter serment légal. Général Paris, je lis au livre. Vous allez vous mettre debout après.
Attendez. La loi, le législateur dit ceci. Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, et sur réquisition du ministère public, les membres non revêtus de la qualité de militaire, de magistrat plutôt, prêtent le serment suivant. Nous jurons devant Dieu et la nation de remplir loyalement nos fonctions de président et membre, ici c'est un membre qui va prêter serment de cette juridiction, d'en garder le secret de délibération et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi. Après la lecture de la formule du serment, chaque membre de la juridiction concernée, debout et en levant la main droite, dit « je le jure ». Général Padi, vous allez vous mettre debout, levez votre main droite et à haute et intelligible voix, vous allez dire « je le jure ». Il faut dire « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Greffier acté que le nouveau juge assesseur a prêté le serment prévu par la loi. Le micro est... Le prévenu est assisté de maître Aimé Mbuimbunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Katumba Lamas, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Défense conjointe comparée maître Étienne Elomila, avocat au Congo central et à Kinshasa Matete. Défense conjointe. Maître Twasaoua Munza Merlin, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Juge assesseur général du plan général Padi, l'article 36 alinéa 2 du code judiciaire. Ouais. Vous êtes en retard. Non, nous sommes là. Je ne sais pas, je continue à vous oublier. Oui, maître. La partie civile République démocratique du Congo, comparée représentée par ce conseil, maître Trésor Denake, je suis avocat au barreau près des cours d'appel de Kinshasa, Gombe et du Sankour. Conjointement avec maître Bongi Hélène Crispin, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Introduit par devant votre cour pour la défense du général de brigade Royo Kabila par un sentiment. Voici le sentiment, Monsieur le Premier Président. J'ai toujours été très content de plaider ou de comparaître devant les juridictions militaires, surtout à la haute cour militaire. Pourquoi? Parce que je me retrouve toujours devant ces éminentes personnes qui ont... Nous nommons quoi? Nous nommons cette détention. Je me trouvais, je dis, ah oui, ça peut être, oui, c'est une détention, une garde à vue innommée. Innommée. Même si en droit civil, si je fais du coq à l'âne, il y a quand même des contrats innommés qui sortent leurs effets. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
Mais monsieur le Premier président, il a posé des actes. Mais quelle est la conséquence de tous ces actes? Il faut les écarter du débat. Il faut les écarter. Subséquemment, les auditions posées par le ministère public, par l'auditeur général, ces actes trouvent leur fondement dans ces actes posés par des personnes non habilitées, non compétentes, en l'occurrence les membres du CNC. Et par voie de conséquences, il y a lieu de considérer aussi que ces actes inspirés, je dis bien inspirés, du ministère public, sur lesquels ces données s'est fondées, alors posées par des personnes non habilitées, est-ce qualité membre du CNC, dans le cadre de ces services, ne saurait emporter votre intime conviction pour asseoir, n'est-ce pas, ou vous amener à une quelconque condamnation. Votre auto sur les drapeaux. Et le deuxième serment, celui des magistrats. Évidemment, c'est toujours sous les drapeaux pour les services publics, pour la justice. Et c'est pour moi toujours un bonheur, un très grand bonheur, d'être devant des gens doublement assermentés. Et ce n'est pas n'importe quel serment. Serment des militaires, serment des magistrats, un noble serment. Et aujourd'hui, ce sentiment s'est enrichi. Parce que j'ai le privilège d'être parmi mes éminents confrères dans les collectifs pour défendre un général lié par un serment. Et pas n'importe quel général, un magistrat lié par un deuxième serment comme vous. C'est pour moi un grand bonheur. Mais, monsieur le Premier Président, mon général, mon bonheur semble être, ou sinon mon sentiment, mon bon sentiment semble s'être stoppé. Stoppé comment? Et c'est là où je vais entrer dans le vif du mémoire. En ayant suivi et entendu au cours de précédentes audiences et qui ont concerné outre singulier les autres prévenus dont mon client est co-prévenu, je me suis dit, et en ayant épluché les dossiers, comme je le disais, mon sentiment s'est envolé. Comment les gens ou quelqu'un est parmi des gens qui n'ont pas qualité et agents de police judiciaire. Lorsque vous scrutez cette ordonnance, il dit, notamment tout ce que mes estimés confrères ont dit, mais elle stipule exactement quelles sont les autorités seules qui ont habilité à conférer la qualité d'officier de police judiciaire à une personne. Il s'agit du législateur. Il s'agit aussi du ministre de Justice. Et concernant les législateurs, lorsque
il prend une loi, il prend un texte, créant ce service, un service public. En l'occurrence, c'est le Conseil national de cyberdéfense, qui est un service spécialisé, comme l'ont déjà si bien rappelé mes éminents confrères, un service spécialisé rattaché à la présidence. Le législateur détermine lui-même qui de membres de ces services publics créés à qualité d'officier de police judiciaire. C'est le cas, Monsieur le Premier Président, du décret loi numéro 003 2003 du 11 janvier 2000 portant création de l'Agence nationale de renseignement, l'ANER en sigle. Et dans ce décret, le législateur qui a créé l'ANER indique que les agents et fonctionnaires de l'ANER ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaire. Il en est de même de la loi organique numéro 11/013 en ce qui concerne la police nationale. Mais, et là-dessus, les législateurs y indiquent également qu'il y a qualité à qui on a conféré parmi les membres de la police la qualité d'officier de police judiciaire. Il s'agit de ceux de la catégorie A et C. Les exemples sont légers. Il y a même la DGE, si je ne peux pas m'étendre sur ces exemples. Mais le texte créant le Conseil national de cyberdéfense comme service spécialisé rattaché à la présidence n'y indique pas expressis verbis la qualité d'officier de police judiciaire conférée à ses membres. Il n'y indique pas. Et surabondamment, le code numérique même, qui a tracé les grandes lignes, d'où le législateur s'est inspiré pour, n'est-ce pas, créer ces services publics, n'en indique pas non plus. Mais alors, d'où provient la compétence? Lorsque la compétence des membres du CNC, lorsque le législateur ne leur a pas conféré expressement cette qualité d'OPJ pour auditionner mon client, pour enquêter, pour saisir, en fait pour poser des actes préjuridictionnels. D'où lui vient cette compétence? Et je vous ai dit qu'il n'y a que deux seules autorités. La deuxième autorité compétente, sinon habilitée à conférer la qualité d'OPJ, c'est le ministre de la Justice, par voie d'arrêté. Nullement on a vu l'arrêté du ministre, nullement, concernant le membre du CNC. Et lorsque le ministre, vous le savez pertinemment bien, Monsieur le Premier Président, lorsqu'il a pris, n'est-ce pas, un arrêté conférant la qualité à une personne d'OPJ, ça ne lui suffit pas. Il faut que cette personne prenne serment devant un procureur
pour revêtir réellement de cette qualité d'OPJ. Mais où est-ce que les membres de celle-ci ont tiré cette compétence à défaut du législateur, du ministre de Justice? Où est-ce qu'ils ont tiré cette compétence? Ils n'en ont pas tiré. Voilà que, Monsieur le Premier Président, il y a une conséquence à tirer. La conséquence, c'est sur tous les actes préjuridictionnels posés par ces gens qui, qualité membres du CNC, n'ont pas non plus la qualité, n'ont pas la qualité d'OPJ. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Les PV se sont permis de dresser des PV, d'entendre, d'auditionner plutôt, de perquisitionner, de saisir, de détenir, d'arrêter. L'autre jour, j'ai entendu, si la loi parlait, a dit que 48 heures, lorsqu'on a retenu quelqu'un, ça s'appelle garde à vue, mais détenir quelqu'un. C'est lui qui peut arrêter n'importe qui. Si toutes les familles, lui seul. Mais qu'il y ait des choses comme ça lui échappent, il y a de quoi s'interroger, Monsieur le Président. Donc, comme nous l'avons dit, la disposition de l'article 17 de la Constitution est claire. La mise en détention des personnes constitue une exception, la liberté étant la règle. Donc, priver quelqu'un de sa liberté ne doit pas être une mesure prise à la va-vite. Elle doit être réfléchie. Parce qu'à cas de bevue, l'on peut également répondre, suivant les dispositions de l'article 67 et 180 du Code pénal ordinaire, pour atteindre aux droits garantis aux particuliers. Mais cela aussi, est-ce que pour cela, l'auditeur général attend que nous puissions déposer plainte? Même de lui-même, il peut le faire. Vous pouvez interpeller ces gens-là. Pourquoi avez-vous arrêté les gens? Vous les auditionnez aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme s'il y avait une certaine complicité entre eux. Mais, Monsieur le Président, mais ici, mon client a passé plus de 65 jours, il y en a qui ont fait au-delà de ça. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Parce que là également, j'ai lu d'abord une jurisprudence de la Cour suprême qui dit, au terme de l'article 31, alinéa 1er du Code de procédure pénale, lorsque le délai légal fixé n'a pas été respecté, les juges doivent constater la détention de la détention. Si la loi, le Code judiciaire militaire, dispose en son article 210 que si le mandat d'arrêt n'est pas confirmé dans les délais de 15 jours, il est mis fin à la détention. Donc, c'est pour montrer ici l'intérêt ou l'importance ou même les conséquences à tirer en cas de non-respect de ces délais-là. On libère la personne. Mais le CNC va au-delà. Alors que le principe veut bien que les magistrats soient au-dessus de l'OPJ. Encore là, il n'y a pas d'OPJ. Mais à un magistrat, les choses sont bien structurées. Au-delà de 15 jours, on met fin à la détention. Mais un OPJ, soi-disant, opérant au niveau du CNC, lui, il peut vous arrêter. Même il a des sanctions. Parce qu'il saura répondre de ma personne. Nous sommes. Et donc, Monsieur le Président, je veux rappeler également, tout ce que j'ai dit, que la matière est également constitutionnelle. C'est l'article 168 de la Constitution civile. Tout acte qui est déclaré non conforme à la Constitution est nul et plein de voix. Le fait d'avoir gardé des gens pendant autant de temps, au-delà même de ce que la Constitution dispose, Monsieur le Président, vous devriez en principe tirer les conséquences de tout cela.
et remettre le citoyen en liberté. Parce qu'il est anormal qu'on dise que tous nous sommes soumis à la loi, mais dans l'application, dans l'effectivité des choses, non, c'est comme si certains avaient des parapluies et les autres n'en avaient pas. S'ils pouvaient pour les voir, tout le monde pouvait se mouiller. Non. Donc, peu importe la personne, peu importe la qualité de la personne, si vous vous retrouvez aujourd'hui en défaut ou en difficulté avec la loi, vous subissez la rigueur de la loi. Mais qu'aujourd'hui, voilà, on retrouve que les gens du CNC, ou tous les agents, je ne sais pas comment on va les appeler, sont protégés par l'auditeur général. Je vais en revenir parce que nous avions déposé même une plainte. Depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, aucun acte n'a été posé. Aucun acte. Je vais y revenir. Donc, ici, nous avons également l'article 18 de la Constitution qui dispose: toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue doit entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. Vous pouvez poser la question à ceux qui sont derrière moi. Qui a été informé des motifs de son arrestation? À qui est-ce qu'on a permis qu'il informe sa famille? Même nous, avocats, personne n'a été assisté. Et pourquoi? Et pourquoi la Constitution prévoit ça? C'est pour nous, Congolais. Pourquoi refuser à un avocat d'assister son client? Dès lors que c'est la Constitution qui le prévoit. Donc ceux qui sont là, et ils marchent à la contre de la Constitution. Et ils ne sont pas sanctionnés. Et au moins, ce sont les anges ou les fils de Dieu, ou je ne sais pas comment ils s'appellent. Non, c'est le président. Nous sommes tous des Congolais. Et nous n'avons que notre seule Constitution, qui appelle tous à son respect, monsieur. De la violation de la vie privée du prévenu. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut que par les besoins de la manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire. Peuvent, je dis bien peuvent, pas doivent, peuvent autoriser le procureur général de la République de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondance émise par voie de télécommunication. Là aussi, Monsieur le Président, c'est une loi. Ce n'est pas automatique. Le CNC doit être saisi, même si on peut, il doit être saisi. Il n'y a pas de saisine automatique. Ce n'est pas prévu. Mais c'est l'État. Il ne peut pas se saisir d'office, non. C'est pouvoir révoluer à l'auditeur général ou les magistrats du parquet peuvent se saisir d'office. Pas le CNC. Je dis bien, c'est la loi qui le dit. Et donc, là, le CNC est passé outre cela. Et aussi, Monsieur le Président, dans le code numérique, nous avons également l'article 199 qui dispose, pour des raisons d'enquête judiciaire, les ministères publics ou les juges adressent une réquisition d'information ou une requête aux responsables du traitement aux fins de lui communiquer des données personnelles dont il a besoin. Celui-ci, c'est-à-dire le chargé de données personnelles, informe l'autorité de protection des données. Après s'être rassuré de l'authenticité et de la régularité de la demande,
ou de la réquisition, les responsables du traitement ils donnent une réponse dans un délai qui ne peut dépasser 2 jours. Donc, toutefois, dans les cas où il se trouve dans les capacités de répondre à la demande, la réquisition de l'autorité responsable du traitement en informe l'auteur de la demande de la réquisition au lendemain du délai fixé à l'alinéa 2 qui prend toutes les dispositions pour y répondre dans un délai qui ne peut dépasser 8 jours. Voilà, Monsieur le Président. Oui, on peut avoir des données, mais pour les solliciter, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est les juges ou bien les magistrats instructeurs qui en fait la demande. Mais ici, dans le cas d'espèce, est-ce que Monsieur l'auditeur général peut nous montrer, peut nous bannir un document par lequel il a sollicité le concours du CMC? Il y en a pas. Mais le CMC a agi par rapport à quoi? Qui l'a requis? Parce qu'on ne va pas nous dire que c'est le procureur lui c'est un civil. Ce n'est pas un dossier civil ici. Et il a fait en vertu de quoi? Mais même si, Monsieur le Président, même si c'était... Mais dès lors que le procureur a fait, c'est pour d'autres faits. Mais dès lors qu'il se rend compte que la personne ou les personnes concernées peut-être par ma réquisition sont des officiers généraux, il devait faire quoi? Pour fixer, appeler ou renvoyer le monsieur devant le procureur général. Voilà. Mais, Monsieur le Président, nous allons revenir qu'il y a un magistrat, un certain Bachong, qui a élevé le dossier, qui s'est permis, lui, civil, d'auditionner les officiers généraux. Civil, magistrat, ici du parquet. Et n'ayant pas le courage d'aller jusqu'au bout, il donnait, maintenant, sous l'écran Galamoul, mais décider le PV. Est-ce qu'on peut parler ça d'un PV? Nous allons y arriver, monsieur. Donc, et annule les procès-verbaux des officiers de police judiciaire qui ne contiennent pas de mentions substantielles, telles que prouvées dans la motivation de l'arrêt. C'est l'affaire ministère public contre François Toussaint et consorts. Là, Monsieur le Président, l'arrêt est là. Nous n'inventons rien. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je pense que par rapport à ça, nous pouvons continuer la série également aussi avec l'arrêt Yangambi, où la haute cour sous RPA 042/10 a dit qu'elle estimait au regard des articles 7 que j'ai cités tantôt et 19 de l'ordonnance très long, que faute de pièces justifiant sa qualité d'officier de police judiciaire dans les ressorts de la ville, province de Kinshasa, tous les procès-verbaux établis par elle dans les 10 ressorts et dans la présente cause sont nuls et nuls. Donc ici, tout tourne autour de l'OPJ ou autour des actes culturels. Lorsqu'il y a absence de mentions substantielles, la conséquence, c'est la nullité. Donc, Monsieur le Président, nous vous avons repris tout un ensemble de décisions judiciaires où le juge, dans les mêmes circonstances, a écarté des procès-verbaux irréguliers. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, nous venons au niveau du rapport d'expertise versé au dossier. Une fois de plus, Monsieur le Premier Président, voilà la preuve de l'irrégularité, sinon de l'illégalité des actes produits au niveau du CNC en tant qu'expert. L'article 48 du Code de procédure pénale dispose: toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenue
prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Or, il est clair que le CNC n'a pas été officiellement saisi dans le cas d'espèce par l'officier du ministère public qui est aujourd'hui l'auditeur général. Donc, comme nous l'avons dit ici, il s'est auto-saisi. Et ce qui est irrégulier. Donc, ici, nous rappelons une fois de plus que la compétence était d'attribution et ainsi de suite. Monsieur le Président, nous arrivons à l'article 49 du même code qui stipule ce qui suit. Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire les rapports en honneur et conscience. Or, si nous parcourons le rapport du CNC que nous avons ici dans le dossier, vous ne trouverez pas ces serments-là. Le serment n'est pas repris dans ces rapports-là. De toute façon, vous l'avez. Le serment n'est pas repris. Ce qui constitue une irrégularité, une violation de la loi, parce que c'est la loi qui prévoit ça. Ainsi, Monsieur le Président, à titre de jurisprudence, un rapport médical est dépourvu de force probante lorsque le médecin, avant de procéder aux actes de son ministère, n'a pas prêté le serment requis. Là, nous sommes à Beaumont ici, décembre 1904, jurisprudence, état 1, page 409. Aussi, Monsieur le Président, l'expertise ou la prestation de serment faite après l'établissement du rapport viole notre dossier il n'y a pas longtemps. Ici, là, je disais ici, où l'expertise, la prestation de serment faite après l'établissement du rapport viole les prescriptions, effectivement, c'est Cour suprême de justice, RP 161 du 18 mars 1975, bulletin des arrêts 1976, page 90, IBDM, page 1317. Dernièrement, dans la cause inscrite sous RP 464/025, en cause, l'auditeur militaire supérieur contre Colonel Mugisa Yumbu et consorts, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe avait aussi à rejeter dans la même foulée des rapports produits par le CNC pour absence de serment et signature du rapport d'expertise, avec comme conséquence que tous les prévenus avaient été acquittés pour les charges portées contre eux. Et nous pensons une fois de plus que la haute cour militaire suivra cette position qui fait la beauté du droit. De l'irrégularité de mandat de perquisition. Monsieur le Premier Président, distingué juge, Monsieur l'auditeur général, mon client a été arrêté le 22 octobre à 23h55. Et on l'a amené vers une destination que lui ne connaissait même pas. J'ai dit bien 23h, donc on était pratiquement minuit. Du 23 octobre. Comme je l'ai dit, curieusement, parmi les premières des choses, rendez-nous votre téléphone. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a donné le téléphone. Et il gît une pièce, comme quoi établi comme procès verbal de saisie d'objets. Voilà. La pièce est là. Et la pièce renseigne
que l'an 2025, le 22e jour du mois d'octobre. Non, ça c'est un faux. C'est un faux en écriture. Parce que j'ai dit 23h55 et 22, 23, 5 minutes. Donc c'est après l'avoir saisi, après l'avoir été qu'on a établi les PV. Non. Ça c'est un faux document. Et même la signature et les écrits qu'il y a en bas n'appartiennent pas à mon client. Il ne reconnaît pas ça. Je peux vous produire des documents, vous comparez la signature et les écrits, vous verrez que ce n'est pas les mêmes. Parce qu'il dit que quand on l'a arrêté, il a donné son téléphone. Le fameux Didier n'a juste écrit sur un bout de papier. Depuis lors, il n'a plus revu par rapport à ça, mais il a été curieux de retrouver cette pièce dans le dossier. Mais voilà. Maintenant, ici, Monsieur le Président, nous savons tous qu'un OPG peut procéder à la saisie, mais lorsque il procède à la saisie, généralement dans les cas d'espèce, il a fallu qu'il y ait un mandat de perquisition. Parce que, après l'avoir arrêté, je l'ai dit, on l'a ramené vers une résolution. Mais le lendemain, ce groupe de gens sont rentrés à son domicile. Et ce, pendant 3 jours, il ne faut que prendre. On a pris tout ce qu'ils ont voulu prendre, sans être couverts par quelconque document. Comme ça, ils ont pris. Monsieur le Président, la loi elle est claire. On ne refuse pas qu'on puisse saisir des biens. Saisissez, mais tout bien qui a été saisi doit être signalé sur un écrit. Vous devez établir un procès verbal de saisie. Et dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, vous pouvez fouiller votre dossier de A à Z, vous n'allez pas trouver ça. Vous n'allez pas trouver ça. Tout ce qu'il y a ici, je l'ai dit, voilà, les seuls PV, les 2 téléphones. Mais tous les autres biens qui ont été emportés. Pourquoi n'a-t-on pas établi de procès verbal? Et d'ailleurs, on dit bien, c'est l'OPJ, à l'OPJ de le faire. Ce n'est pas n'importe quelle agence à l'OPJ ou de superviser. Est-ce que parmi tous ceux qui étaient là, y avait-il un OPJ? On ne sait pas. Mais les biens emportés doivent quand même avoir un lien avec la prévention contre laquelle le prévenu est poursuivi. Non mais ici, on prend le couteau machette, les documents universels, les documents parcellaires, tout est pris. Pour établir quoi? Pour établir quoi, Monsieur le Premier Président? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous allons en parler peut-être, la décision de renvoi ne reflète pas les faits qui étaient propagés dans les médias, dans la presse, ce n'est même pas ça. Mais est-il que des biens personnels ou de la famille ont été emportés? Monsieur le Premier Président, contre ces actes-là, les documents est là, Monsieur le Président. Nous avons porté plainte en date du 23 mars 2026 à l'office de Monsieur l'auditeur général. Le dossier a été réceptionné, le numéro de l'indicateur c'est 2868 depuis le 23. Jusqu'aujourd'hui, aucun acte n'a été posé. On n'a même pas approché le prévenu pour ne fût-ce que confirmer sa plainte. Rien n'a été fait. Et Monsieur le Premier Président, je tenais à vous rappeler également, voilà, porter à votre connaissance, mais que parmi les biens saisis, il y a eu 5 armes. 5 armes ont été emportées également. Vous imaginez des armes. On prend des armes sans un document quelconque. Donc, 2 GP et 3 AK-47. Heureusement que ces armes sont marquées.
Donc si demain on commettait un crime religieux, au moins ces armes ont été marquées et cette saisie a été faite illégalement. Que si jamais un coup ou quoi que ce soit se commettait, il n'en répondra pas de ça. Parce que nous avions pris le temps d'aviser, d'informer l'autorité compétente. Rien n'a été fait. Jusqu'aujourd'hui, la preuve du dépôt de la plainte est là. Donc il y a beaucoup de biens, je vais photocopier ça, je vais verser ça au dossier, de tous les biens qui ont été emportés, et c'est de façon irrégulière, sinon illégale. Ça, procès verbal. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, que l'article 22 du Code de procédure pénale dispose: l'officier du ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l'auteur présumé de l'infraction ou du tiers. En cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire, qui est de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions. Donc, si, parce que je sais que monsieur l'officier du ministère public n'était pas là, mais qu'aujourd'hui, des simples agents se soient permis d'aller comme ça opérer chez quelqu'un, prendre des biens, parce que dit prendre, sinon c'est extorquer des biens, parce que c'est pas la force qu'ils ont pris. On leur a pas dit, non, prenez, non, non. Ils ont emporté des biens personnels, et même des biens de service comme les armes. Sinon, Monsieur le Président, ça c'est du vol, un produit de l'extorsion, parce que ce n'est pas légal, c'est dans les dossiers, voilà, un mandat de perquisition. Voilà ce qui est dit. L'an 2026, le 26e jour, si on décrit, à cette occasion, sa résidence a été perquisitionnée et son bureau se trouva à l'auditeur militaire supérieur. C'est ce qui est écrit. De Kinshasa Gombe, fils scellé. Mais je l'ai dit ici, cette perquisition-là, il n'y avait pas un document qui a couvert ça. Tout ce qui a été fait avant. Et puis ici, ce document est établi au mois de janvier 2026. Or, cette perquisition ou ce vol a été opéré au mois d'octobre, sans document. Comment se fait-il que l'auditeur général veut couvrir ça par ce document? Ce qui a été fait avant a été fait régulièrement, sans quelques documents. Mais comment se fait-il qu'on va établir un mandat de perquisition qui veut couvrir les faits antérieurs? Non. C'est la tricherie. Voyez? Et donc, on dit, mandons, une fois de plus, à l'assistant principal en charge du conseil de renseignement, afin de procéder à une visite domiciliaire accompagnée d'une perquisition. Et nous l'avons donné comme devoir. Comment se fait-il que je l'ai dit? Il est vrai qu'un magistrat du parquet peut, entre guillemets, coopérer avec un OPJ pour lui donner des devoirs. Mais dans les cas d'espèce, comment se fait-il que l'auditeur général peut donner des tâches à une structure qui n'a pas compétence en la matière de procéder? Comment ça? Sachant très bien qu'il n'y a aucune autorisation du chef de l'État pour cette poursuite-là, ou pour ces dévoyants. Parce que lui-même, je l'ai dit, avant qu'il n'engage les poursuites, a sollicité cette autorisation-là, qui lui a été accordée. C'est à partir de là qu'il a commencé à poser des actes. Mais bien avant, il y avait. Pourquoi ne pas dire, renvoyez-moi ces dossiers ici, je vais les traiter? Non.
Vous préférez étaler les vies pour les CNC en toute irrégularité. Ce n'est pas légal, monsieur le Premier Président. Et donc, monsieur le Premier Président, vous constaterez avec moi que ce mandat est irrégulier. Partant, il doit être annulé sans aucune autre forme de procès. Voilà. Nous arrivons au point sur l'irrégularité de la saisie de notre client. Ça, nous l'avons même déjà parlé de tout ce qui a été fait de façon irrégulière. Des citoyens, parce que peut-être porteurs d'armes et autres, tout ça, se permettent d'aller. Et puis là, monsieur le Président, vous imaginez un OPJ, je dis entre guillemets, un OPJ, qui dépossède en fait son chef, parce qu'en tant que magistrat, c'est son chef, de ses téléphones. C'est le jour et la nuit. Qu'un OPJ entende un magistrat, ça se fait où? Dans quelle procédure? Dans quel code c'est prévu? L'article 66 de l'ordonnance de la police judiciaire qui dispose: les officiers de police judiciaire doivent transmettre tous les objets saisis à l'officier du ministère public à la fin de leur opération et en même temps que tous les procès verbaux de ça à la cause. Monsieur le Premier Président, j'aimerais relever ces points-là. Vous allez prendre acte. De demander à l'auditeur général que tout ce qui a été saisi par le CNC vous soit ramené ici. Il est anormal que le CNC ayant été déjà dessaisi du dossier continue à garder les biens. En vertu de quoi? En vertu de quoi est-ce que le CNC garde les biens de lui, téléphone et autres? Et ce sont des biens volés. Et aujourd'hui, doit-on encourager les voleurs? Non. Les voleurs viennent placer à la prison. Parce que, monsieur le Premier Président, si aujourd'hui, on vous dit que voilà, tous ces généraux qui sont derrière moi ont été arrêtés pour avoir violé, avoir commis des infractions, en fortiori ceux qui sont restés là-bas. Est-ce qu'ils méritent la liberté? Ils ne le méritent pas. Ce sont des voleurs, des brigands, des criminels. Leur place est où? Mais c'est aussi Andolo. Qui est aussi Andolo là-bas. Et ça nous demande le concours de l'officier du ministère public. Parce que les actes qu'ils ont commis sont irréguliers, sont illégaux. Vous ne pouvez pas les protéger, monsieur le général. Vous devez vous saisir de tous ces mondes-là. Ils sont bien identifiables. Ramenez-les aussi en Congo. C'est ça aussi l'égalité entre les Congolais. Oui. Sinon, ce serait 2 poids 2 mesures. Et donc, j'évoque également l'article 34 de la Constitution qui dit la propriété privée est sacrée. On ne peut pas vous déposer de votre bien comme ça, si ce n'est que ce que prévoit la loi. Or, aujourd'hui, des gens revêtus de certaines qualités ou parce qu'ils portent des armes se permettent de faire n'importe quoi. Et nous, croyez-vous qu'on va laisser les bouches fermées? Non. Nous les dénonçons. Et vous demandez à vous, monsieur le Président, comme juge, parce que c'est vous qui garantissez nos libertés publiques, d'agir en conséquence. De prendre toutes les mesures nécessaires pour que, c'est vrai, les biens peuvent être retirés, si ça a été fait légalement, oui. Mais quand c'est de façon irrégulière, vous ordonnez que ces biens soient retournés à son propriétaire. Il ne faut pas attendre la fin du procès. Maintenant, là, tous les autres biens saisis, là, ça rentre le propriétaire. Alors, vous en avez le pouvoir de le faire. Monsieur le Premier Président, j'ai ajouté un point que je vais déposer par rapport à tout ça. C'est par rapport aux tortures. Mon client a été aussi l'objet de torture. Parce que... Oui. Torture. Parce que, arrêté, d'abord à ces heures-là, par une cohorte, une cinquantaine de militaires, aussitôt arrêtés, bandés et autres.
Il dit qu'il a été arrêté le 22. Il sera auditionné 3 jours après. Il sera auditionné 3 jours après, soit le 25, à 2 h du matin. Avec tout ce qu'il a eu comme choc, il a été consulté par un médecin qui lui a prescrit des médicaments qui devraient se reposer. On vient les réveiller à 2 h du matin. Il dit, mais je venais de prendre les médicaments, les médecins m'ont demandé de les compter. Il dit, non, levez-vous, allez, tout ça. Bandez les yeux. Un haut magistrat. Bandez les yeux par qui? Par les soi-disant. C'est des petits militaires. Vous voyez? Donc, voilà, on lui bande les yeux. Et arrivé là, on a installé la caméra, tout ça, et déjà comme ça. Mais il n'était pas seul, il dit qu'il y avait des gens. Et nous le savons, Monsieur le Président. Lorsqu'on est en train d'auditionner un inculpé à ce moment-là, mais il doit être en face de qui? C'est celui qui a sur le dossier. Mais là, il y avait une dizaine de gens qui étaient autour, qui donnaient des commentaires, qui faisaient du n'importe quoi. Est-ce que ce sont les conditions requises par la loi? Non. Non. Personne n'a déjà été entendu dans ces conditions-là. À moins qu'entre guillemets, que ça soit une commission. Encore du reste, que nous disons que même l'établissement de ces commissions est toujours irrégulier. Mais non. À peine quelqu'un qui voulait dormir parce qu'il a pris des médicaments sur réquisition des médecins du CNC. On l'entend. Comme ça, soumis à discussion. On est où? Nous sommes pas un État démocratique, parce que c'est une chose qui ne peut pas se faire. Mais puisque ça se fait, Monsieur le Premier Président, vous devez y mettre fin par votre arrêt. Que ce soit la toute dernière fois que ce genre de choses. Non, pour que, je ne menace pas, Monsieur le Président. Pour que ça soit la dernière fois. Oui, je dis pour que ce soit la dernière fois que cela se passe. Il est anormal qu'un haut magistrat militaire général sera mis dans ces conditions-là. Non. Vous voyez? Donc ici, je reprends quand même la définition du mot torture, parce qu'il y en a qui pensent que la torture n'est que physique. Non. La torture a plusieurs formes. Psychologique, morale, il y a beaucoup de formes, il n'y a pas que physique. Parce que lorsqu'on vous réveille à 2 h du matin, c'est l'heure du repos pour tout le monde. Qui peut supporter une audition à 2 h du matin? Tout le monde a assommé à ce moment-là. Non, on vous contraint. C'est la torture, Monsieur le Président. Et au-delà de ça, ici, on a utilisé, effectivement, comme je dis, la torture morale, la torture psychologique, la séquestration. Ils ont été placés dans des conditions qui n'étaient pas les leurs. Les diverses privations, de nourriture, de sommeil, de visites et des bandages des yeux. Monsieur le Président, vous, officier général, pour que vous puissiez descendre au boutier comme ça, quitte à on est où là? On est où là, Monsieur le Premier Président? Non. Et dans ces conditions-là, Monsieur le Président, l'article 12 de la Convention contre la torture et autres traitements inhumains, qui dispose ici, tout État parti veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement, on dit bien immédiatement, à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. C'est une convention que notre pays a ratifiée. Donc, ça nous engage aussi. Donc, Monsieur l'auditeur général, vous devez engager des poursuites contre ce gars. Et également, l'article 15 dispose: tout État parti veille
à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est que contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. Ainsi, dans la foulée, Monsieur le Président, votre autre cour, dans les dossiers Yangambi, avait également retenu la torture. Et pour une petite parenthèse, je suis allé au Kenya en 2012 dans un cadre où on parlait de la torture. J'ai ramené l'arrêt. J'étais le seul avocat à avoir amené une décision d'une autre juridiction qui était la haute cour pour torture. Moi, je suis parti avec. Et nous avions été appliqués en 2012. Voilà. Et, pardon? Vous avez fait quel exploit? J'ai dit ceci. On avait organisé un atelier au Kenya par rapport à un atelier sur la torture. J'étais le seul avocat qui avait ramené une décision, parce que tout avocat devait ramener une décision judiciaire de son pays. Moi, j'ai ramené l'arrêt rendu dans le dossier Yangambi. Et j'avais été applaudi parce que j'étais le seul avocat à avoir ramené un arrêt où une autre juridiction avait reconnu la torture dans un dossier judiciaire. Donc, pardon? Vous n'avez jamais dit ça. Je l'ai dit aujourd'hui parce que les juges mérites vous reviennent. Parce que vous avez eu le courage, en son temps, en 2012, de prendre cette décision-là. Parce que c'était quand même pas tant. Je vais citer, Monsieur le Président. Je cite déjà. Et donc, Monsieur le Premier Président, ce n'est pas pour rien qu'après l'adoption de cette convention-là, la RDC a, par la loi du 9 juillet, la loi numéro 11/08 du 9 juillet 2011, a eu aussi adopté une nouvelle loi incriminant cette fois la torture. Parce que la torture à l'époque c'était un élément, une circonstance aggravante. Aujourd'hui la torture en elle-même est une infraction. Voilà. Et donc, au niveau de l'auditorat maintenant, vous avez cité par là, j'ai deux pages, Monsieur le Président. Au niveau de l'auditorat, Monsieur le Président, nous sommes estomaqués de découvrir que dans la décision de renvoi, notre client soit poursuivi pour complot avec des autres officiers supérieurs, mais les ministères publics omettent d'inclure les préventions, les dispositions relatives à la participation criminelle, parce qu'on sait qu'on ne peut pas commettre un complot seul. Et puis, Monsieur le Premier Président, la Cour suprême de justice a toujours considéré comme irrégulières les procédures pénales dans lesquelles le prévenu n'a pas été entendu ou confronté, comme dans les cas d'espèce, que ce soit à charge ou à décharge, et celles dans lesquelles il a été omis certains devoirs d'instruction, alors que l'infraction doit s'établir, preuve à l'appui à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier lors de son instruction, tant préjudicielle que juridictionnelle. Ici, nous avons l'arrêt Cour suprême de justice RPP 194 du 20 avril 2004 en cause Mme Kitengeyezu, ainsi de suite là. Et puis, vous avez aussi l'arrêt RPP 195 17 juin 2025 en cause de M. Kitengeyezu contre Kisembe et la RDC. Donc, Monsieur le Premier Président, vous allez trouver des irrégularités. Dès lors que les dispositions par rapport à la participation criminelle ne sont pas reprises, ce n'est pas ici que je vais développer ce que c'est la participation criminelle, tous nous le savons. Et donc, dès lors que nous aurons l'occasion, peut-être dans notre plaidoirie, après, y développer, mais dès lors que les ministères publics ont mis de le reprendre dans la décision de renvoi, dans les préventions pour lesquelles il poursuit nos clients, nous nous retrouvons pratiquement devant un cas d'obscur libé, vous voyez, qui ne seront pas développés ici aussi, parce que tous nous connaissons la notion. Donc, vous allez aussi, Monsieur le Président, vous pensez également, il y a aussi un autre élément, que toujours dans
la décision de renvoi. Notre client est poursuivi pour violation des consignes. Et, entre autres, dans les faits, on vous dit qu'il serait actionnaire dans une entreprise nommée ASCAT. Et les ministères publics ne déposent même pas les statuts de la société. Où est repris le nom de notre client comme actionnaire. Et il ne s'arrête pas là. Il va au-delà. Il invoque une autre société de Trigger Forex Sarlu, mais qui n'est pas même repris. Dans aucune question, cette société-là apparaît. Mais comment est-ce qu'il peut le mettre dans la décision de renvoi? Mais aussi, Monsieur le Premier Président, lorsque vous poursuivez notre client, est-ce que la première prévention devait être voilà la décision de renvoi. Comme première prévention, notre client est poursuivi pour violation des consignes. À cette histoire des sociétés et ça. Est-ce qu'il avait été arrêté pour ça? Il n'avait pas été arrêté pour ça. Et dans la deuxième prévention, on vous parle de complot. Et il n'a même pas repris les dispositions en rapport avec la participation criminelle. Vous nous mettez en difficulté. Parce que s'il y avait eu confrontation entre tout le monde, comme nous avons assisté aux différentes phases au niveau de l'instruction, ok, on sait que tel avait dit ceci, ça au moins nous l'avons, mais par rapport aux autres, comment est-ce qu'on peut se défendre dans ces cas-là? Vous nous mettez en difficulté de défendre. Et là, Monsieur le Président, on a porté atteinte aux droits de la défense. C'est pour toutes ces raisons-là, Monsieur le Premier Président, distingué juge, Monsieur l'auditeur général, que nous vous demandons de pouvoir annuler tout simplement ces dépréventions. Parce que ça porte atteinte aux droits de la défense. Monsieur le Premier Président, je laisse la parole à mon estimé compère pour disposer. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. En dépit de tout ce qui a été exposé dans ces mémoires uniques, partant des prélogomènes qui ont été établis consistant à la violation de la liberté du général de brigade John Kabila, de même que la violation de sa vie privée, voulais-je dire, Monsieur le Premier Président, et de toutes les violations consistant. Monsieur le Président, vous constaterez également et condamnerez toutes les violations flagrantes de la Constitution et des lois du pays commises par le Conseil national de cybersécurité au regard de toute l'argumentation développée par mes prédécesseurs. Vous allez ensuite, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, annuler carrément les 2 préventions mise à charge du prévenu pour violation de la Constitution en ce qu'elle porte atteinte aux droits de la défense garantis par la Constitution et autres lois de la République. Vous allez par la suite, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, annuler tout le PV d'audition établi en marge de la loi par le Service national de cybersécurité en vous référant au code 537 à 543, le rapport d'expertise, en vous référant au code 623 à 656, le PV de saisie d'objets, en vous référant au code 621 et 622, et le mandat de perquisition pour diverses irrégularités telles qu'elles ont été démontrées par mes prédécesseurs. Vous allez enfin, Monsieur le Premier Président, prendre toute disposition utile afin d'assurer aux prévenus ici présents, le général de brigade Ngoyiwa Kabila John, dans tous les brevets qui ont été établis,
pour qu'il y ait un procès équitable et ça sera justice. Nous avons dit. Là, le vote plaidoyer commun nous allons suspendre pour le moment. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général. Elle est suspendue pour une quinzaine de minutes à nos pieds. Yabanamboka.